pour ce qui est de cette présentation sur Chrysolakos, je vais d'abord résumer la problématique qui est attachée à la date et à la fonction de l'ensemble architectural de Chrysolakos. Puis, je passerai au résumé des travaux de terrain qui ont été réalisés en 2019 et en 2020. Et puis ensuite, Emmanuel Régagnon vous présentera son application encore expérimentale du SIG à l'étude d'un édifice avec une évaluation des apports et des limites de cette nouvelle application. Chrysolakos, donc c'est le premier édifice fouillé à Malia par l'école française en 1921 par Renaudin et puis entre 1930 et 1933 par Demargne avec une publication en 1945 après la guerre. L'élément principal réside dans une enceinte rectangulaire d'environ 30 mètres sur 40 que Demargne a appelé le tétragone et je vais garder cette appellation commode pour désigner l'enceinte rectangulaire qui est en fait le niveau supérieur de la ruine. À l'intérieur, on distingue de nombreux petits compartiments, ce qui a été appelé compartiment aussi par Demargne. Et je rappelle que dès sa publication, en 1945, l'édifice est considéré comme la nécropole princière du premier palais de Malia, qui est daté du Minoen moyen 1B. C'est de cette manière qu'il apparaît encore aujourd'hui dans tous les manuels d'archéologie minoenne et on trouve même des détails comme par exemple dans Architecture of Minoan Crete paru en 2010 de McEnroe. Chrysolakos est décrit comme une house tomb, donc une tombe maison agrandie à l'échelle monumentale, donc comme une seule tombe. La position de Chrysolakos dans la zone des nécropoles, ce que les premiers fouilleurs ont très vite appelé la zone des nécropoles, a certainement pesé dans cette interprétation, puisque effectivement Chrysolakos est à moins de 100 mètres de la nécropole des Pierres Meulières et à environ 150 mètres des charniers, qu'on voit très bien là sur la photo, et qui sont effectivement des ossuaires. Mais en réalité, les données factuelles qui permettraient de faire de Chrysolakos une nécropole, sans parler d'une tombe unique, sont vraiment maigres, à commencer par la rareté des ossements humains, puisque un seul compartiment, je rappelle, a livré un crâne et une jambe, probablement en connexion, mais c'est vraiment le seul endroit. Et en plus, la profondeur à laquelle ces vestiges humains ont été découverts n'est malheureusement pas renseignée. Et il y a aussi le fait, évidemment, que cet ensemble n'a aucun équivalent dans les monuments funéraires de Crète protopalatiale et, à vrai dire, dans aucun monument de Crète de n'importe quelle époque. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que plusieurs chercheurs ont contesté la fonction funéraire de Chrysolakos dès les années 80, à commencer par Van Effanter. La datation du tétragone au Minoen moyen 1B a aussi soulevé des objections. Et la première, c'était particulièrement par Veit Stürmer, suite à son étude de la céramique inédite des anciennes fouilles, qu'il a publiée en partie dans un PCH de 93. Et actuellement, dans la littérature archéologique, la date du tétragone varie selon les auteurs du Minoen moyen 1A, qui pour certains c'est la date d'apparition du premier palais de Malia, vers 2000, jusqu'au MR1, ce qui nous laisse quand même avec un demi-millénaire de flottement. Alors, la cause principale de ce flottement, bien sûr, c'est l'absence de stratigraphie. Et le plan des fouilles de 1921, curieusement, montre déjà, il est dans les archives de l'école française, il montre que l'enceinte rectangulaire avait déjà été vidée complètement, presque partout jusqu'au rocher, à cette époque, contrairement à ce que dit la publication de Demargne, qui dit que de Renaudin n'avait fait qu'une tranchée est-ouest. Donc, on se rend compte que la fouille a dû être quand même très hâtive, surtout si on prend en compte l'épaisseur de terre qui manifestement restait au-dessus de l'enceinte au début de la fouille, puisqu'on a quelques photos qui en témoignent. Heureusement, Demargne a quand même apporté des éléments décisifs avec ses fouilles à partir de 1930, en découvrant autour de l'enceinte donc des esplanades d'allées des quatre côtés, un portique à l'est avec 7 bases de colonnes, et puis sous ce portique, un ensemble de pièces qu'il a appelées stuquées, donc revêtues d'un enduit de chaux, dont le matériel datait essentiellement du MM1, Minoen moyen 1B et 2A. Il a également fouillé sous le dallage ouest et a trouvé un second dallage plus bas arrêté par un mur dans une orientation différente. Et puis au nord, il a fait 2 tranchées qui ont livré énormément de matériel, un gros remblai en fait de céramique, et
qui justement va nous donner des informations très très décisives. Ce remblai qu'on voit en coupe dans la publication de Demargne montre que le remblai de céramique était appuyé contre la base de la fondation et donc était scellé par les terres qui se trouvaient au-dessus et par le dallage qui, d'après Demargne, était solidaire du mur d'enceinte ici. Alors, dans ce remblai, il y a en fait une grosse majorité de céramique du minoen moyen 1B et 2A, mais il y a aussi de la céramique très, très bien identifiable du minoen moyen 2B, et en particulier les fameuses tasses tronconiques avec les festons à l'intérieur qui sont très caractéristiques de ce qu'on trouve au quartier Mu, et puis une coupelle qu'on trouve d'un type qu'on trouve aussi encore au quartier Mu, qui annonce déjà le minoen moyen 3, et il y a même quelques tessons clairement néopalatiaux. Ce qui, bon, ipso facto, ferait descendre la date du tétragone à la période néopalatiale. Après, il fallait quand même être prudent puisque ces tranchées s'étendaient sur 14 mètres de longueur, donc on pouvait imaginer qu'il y avait eu des contaminations. Et puis, il y a surtout eu un siècle de stockage, quasiment un siècle de stockage dans les apothèques de Malia, ce qui évidemment aurait pu occasionner des mélanges. Alors quand même, ce qui était plus troublant aussi, c'est que les dallages ouest, les deux dallages ouest, en fait, sont datés par des pinch bowls, donc ces petits vases coniques, ce que Jean-Claude Poursat appelle les éteignoirs, qui ont été trouvés in situ sur les dallages et qui eux aussi sont très caractéristiques du minoen moyen 2B de Malia. C'est vraiment un fossile directeur, on en trouve beaucoup au quartier Mu. Donc on retombait sur une datation post-MM2B pour le tétragone. Après, il fallait voir aussi que dans le matériel qui a été trouvé à l'intérieur du tétragone et qui subsiste dans l'apothèque de Malia, comme dans celui aussi des tranchées, il y avait une petite proportion de matériel du minoen ancien qui est assez caractéristique de contexte funéraire. Par exemple, des cruches du même type qu'on trouve aussi dans les charniers et les pierres meulières, et d'ailleurs qu'on trouve aussi dans des tombes maisons de Crète de l'Est, des vases en pierre de petite dimension, des objets en or et puis quelques lames d'obsidienne. Et puis Demargne mentionne aussi dans sa publication des nécropoles une tombe rectangulaire collective qui aurait été trouvée immédiatement à l'ouest de Chrysolakos, dont on n'a qu'une photo, qui est là à l'écran, et un tiroir de céramique marqué tombe ouest, et clairement différent des tombes des pierres meulières. Et donc ces éléments amènent à se poser la question de savoir si le premier édifice sous le tétragone n'aurait pas pris la place d'une nécropole plus ancienne. Donc, c'est ces questions qui m'ont amené à demander à l'École française un nouveau plan du site et un nettoyage pour qu'on y voit plus clair. Mais dès l'observation des ruines sur place, sur le terrain, même avant le nettoyage, il était quand même assez clair que les différences de niveau des murs et les différences d'appareils aussi donnaient à penser qu'on n'avait pas un seul édifice avec une enceinte solidaire des compartiments intérieurs, organiquement liés aux compartiments intérieurs, mais qu'on avait plutôt un édifice rectangulaire qui avait coupé à travers, dans les fondations, disons, avait coupé à travers des murs plus anciens appartenant probablement à plusieurs phases. Et donc, le nettoyage dont j'ai parlé tout à l'heure a bien eu lieu. Et c'est ce qui a permis donc à Emmanuelle Régagnon de faire un relevé pierre à pierre très précis sous SIG. Donc, elle va vous le présenter tout à l'heure plus en détail. Donc, ce que je vous présente encore rapidement, c'est les résultats du nettoyage et de la campagne de sondage et d'études qui a eu lieu cette année. Dans les résultats les plus importants, parce que je n'ai pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails, mais il y a d'abord des nouveaux dallages. Un dallage près du mur sud que vous voyez ici qui clairement passait sous la fondation. Et puis, surtout, très important, les dallages nord et ouest sont maintenant clairement antérieurs au tétragone et non pas solidaires. Et on voit très bien ici le niveau jusqu'auquel l'enceinte était remblayée, avec les mortaises qui font penser que ces pierres, on en voit une là, ces pierres sont des remplois. Et puis, on voit bien l'écart de niveau, le dallage n'est pas solidaire. Et puis, l'autre élément très clair, c'est que à certains endroits, le dallage se poursuit sous l'enceinte. Pour
pour ce qui est des sondages, de nouveaux murs sont apparus aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du tétragone, en particulier au sud du mur sud, en face du dallage qui avait été découvert l'an dernier. Il y a un mur perpendiculaire qui montre que l'édifice protopalatial se prolongeait aussi vers le sud et pas seulement vers l'est. Et puis les murs qui ont été trouvés dans les différents sondages montrent aussi qu'il y avait clairement plusieurs phases protopalatiales, au moins 4 d'après les sols, sans qu'on puisse encore déterminer si c'est des phases de construction ou juste des réfections. C'est surtout dans le sondage 44 qu'on a des successions de sols enduits avec coloration rouge. Alors, le sondage S3 qui a été fait au nord dans la même orientation que les sondages de Demargne, mais plus à l'est dans l'idée de tomber sur un endroit intact, ces sondages ont montré que la fondation du tétragone était appuyée sur un dallage, que vous voyez ici, un dallage plus ancien, qui est cependant encore protopalatial et non prépalatial. On est probablement au minois moyen 1B, l'étude de la céramique est encore en cours. Et puis surtout, ça a montré que, comme dans les fouilles de Demargne, on avait un énorme remblai qui contenait beaucoup de céramique, qui était appuyé contre la base de la fondation et qui contenait essentiellement de la céramique du minois moyen 2A et 2B, avec à la base du remblai une tasse quasiment intacte, typique des tasses du quartier mu du MM2B. Donc là, on a quand même une confirmation claire que le tétragone est au plus tôt MM2B, si c'est un terminus aquo, au plus tôt post-MM2B. Le remblai contenait aussi beaucoup de coquilles marines et d'ossements, et je vais y revenir tout de suite. Les sondages n'ont pas permis de mettre au jour de tombes, même dans les couches les plus profondes que nous avons pu atteindre. En revanche, des ossements humains ont été trouvés un peu partout, apparemment dans les matériaux de construction, c'est-à-dire dans les sols et dans les murs, dans les liants argileux des murs. La plus grande quantité provient justement du remblai nord. Ces os ont fait l'objet d'une étude préliminaire par l'anthropologue Niki Papakostadínou de l'Université de Thessalonique. Il s'avère qu'à peu près toutes les parties du corps sont représentées, que les cassures sont typiques de cassures sur ossements secs et qu'aucune trace de découpe n'a été observée. Un fragment de bassin que vous avez ici à l'écran porte une coloration verte qui résulte d'un contact avec un objet en bronze ou en cuivre. Et donc, on peut dire que ces données tendent plutôt à confirmer l'hypothèse que des dépôts funéraires ou des tombes ont été abîmés, détruits par le premier projet protopalatial du site de Chryssolakos. Donc, en conclusion de cette partie, on voit que l'histoire du site apparaît maintenant de façon très différente de celle qui a cours dans les manuels. Premièrement, la présence d'une nécropole ne peut être qu'inférée du mobilier et des ossements épars, mais si elle est réelle, en tout cas, elle est réduite à la toute première occupation du site à l'époque prépalatiale. Deuxièmement, le premier édifice considéré comme contemporain du premier palais de Malia et qui n'est plus le premier maintenant, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs phases qui lui sont antérieures. Donc cet état qui a été dégagé par Demargne sur l'esplanade est et qui se prolongeait sous le tétragone, d'ailleurs par une grande pièce à colonnes. Donc cet édifice, dit premier édifice, dans les publications, a probablement un caractère public. En tout cas, c'est un très grand édifice et peut-être aussi à destination d'une élite si la très belle céramique de Camarès qui a été trouvée dans le remblai nord provient du débarras, de la vidange, de la destruction. Alors, on ne peut pas complètement exclure que l'édifice ait fonctionné pour des cérémonies en lien avec les nécropoles voisines, puisque de fait, on est quand même dans une zone très très proche des nécropoles. Puis le troisième point qui est intérieur, c'est donc, comme je l'ai déjà, en fait, je l'avais déjà amené à partir de l'observation des ruines avant le nettoyage, c'est qu'il faut complètement abandonner l'idée d'une tombe monumentale comprenant de nombreux compartiments et que c'est bien les fondations du tétragone qui ont
coupé à travers les ruines d'états plus anciens. Et puis le dernier point que je trouve le plus important, c'est que le tétragone n'est plus MM1B, il ne peut pas être MM1B, il est au plus tôt MM2B et potentiellement néopalatial, puisque l'enceinte est postérieure au dallage ouest, qui est daté du MM2B par les petits bols, les pinch bones. Et donc, en tout cas, le tétragone n'est pas contemporain du premier palais de Malia. Après, comme les sols qui vont avec le tétragone ont tous disparu, et que les partitions internes, évidemment, ont disparu aussi, il sera très, très difficile de déterminer sa fonction et sa date. Ce qui reste à finaliser maintenant, c'est le phasage des murs à l'intérieur du tétragone, et donc la séparation entre les fondations du tétragone et les murs antérieurs, en sachant que les fondations réutilisent par endroits des murs plus anciens. Et c'est là que le recours au SIG pour le pierre à pierre apporte une aide très, très précieuse à l'analyse des données. Et donc, je passe la parole à Emmanuel Régagnon. Donc, je prends la suite de Philippe pour vous expliquer le SIG construit sur le site de Chrysolakos. Lionel Fadin a donc passé son drone en 2019 pour réaliser un modèle photogrammétrique. On en tire plusieurs types de documents. D'abord, un MNT, c'est une image dont le pixel est renseigné par une valeur d'altitude au lieu d'une information couleur, comme sur les photos. La taille du pixel faisant sur ce modèle 1 cm, on peut extraire des points topo à l'envie ou créer des profils absolument n'importe où sur le site. On tire également du modèle photogrammétrique une orthophoto qui elle aussi est à très haute résolution avec un pixel correspondant à 4 mm sur le terrain. À partir de ce document, on peut dessiner un pierre à pierre. J'ai été chargé de sa réalisation, mais moi je suis géomaticienne, pas architecte. J'ai pensé que l'on pouvait créer un SIG expérimental pour réaliser le pierre à pierre afin d'en explorer le potentiel. On dessine les pierres de la même façon, c'est-à-dire en vérifiant la lecture de l'orthophoto sur le terrain, puis en vectorisant les contours des pierres sur ordinateur. Mais en plus, elles sont décrites dans une table attributaire où l'on peut ajouter les observations de terrain. Une symbologie selon un champ déterminé donne une représentation graphique proche du pierre à pierre. En plus des pierres, plusieurs classes d'entités viennent compléter la description du site, les liens, les sons bedrock, etc., eux aussi dessinés dans l'espace et décrits dans des tables. Si le résultat final a l'aspect d'un plan classique, nous avons en réalité un véritable système d'information où chaque entité possède sa fiche détaillée. La description attributaire permet donc d'autres représentations du bâti. Si l'on prend celle des matériaux, par exemple, on peut se rendre compte de la diversité des roches employées à Chrysolakos. 44 occurrences ont été répertoriées. On peut les classer en 16 catégories, les marbres, les types de grès, les calcaires, etc., ou mettre un matériau particulier en valeur, comme ici la mouda. Le SIG a été construit à partir de l'orthophoto de 2019, mais a été mis à jour avec d'autres sources documentaires. D'abord, des éléments complémentaires issus de la publication de 1945, aujourd'hui recouverts. Ce travail a d'ailleurs permis d'identifier quelques erreurs dans le plan et de mesurer une évolution des vestiges. Les pierres présentes dans des murs sur le plan de 1921 ou de 1945 sont aujourd'hui tombées et on peut savoir donc d'où elles viennent. Le plan a également été mis à jour avec les fouilles de 2020. Le SIG vise à collecter l'ensemble des éléments constituant le bâti de Chrysolakos. Si l'on prend en compte l'aspect du géoréférencement, qui simplifie les affichages à l'échelle et intègre le contexte d'implantation, on a un outil véritablement complet. Le SIG de Chrysolakos est expérimental. Il est ciblé sur un bâtiment seulement et structure sa description sur le plus petit qui pose le bâti, le module de pierre. Il est construit dans le but d'aider à établir la chronologie du bâtiment. La première piste de travail a été d'essayer de déterminer une typologie des murs en croisant différents critères, comme l'utilisation déterminée des matériaux, ici la sidéropétra. Plus les murs sont foncés et plus ils sont construits avec de la sidéropétra. Ou au contraire, la variété des matériaux. Plus les murs sont foncés, plus ils sont construits avec des matériaux différents. Ou encore la largeur des murs. Ou encore l'altitude moyenne des murs, par exemple. Pour les altitudes de murs, il y a plusieurs variables pour l'exprimer, soit à partir de la dernière assise qui donne la hauteur conservée, soit depuis toutes les assises visibles de manière à nuancer l'information.
À Chrysolakos, les semelles de murs sont peu connues et cette méthode permettrait de ne pas seulement prendre en compte la hauteur conservée, ce qui est très artificiel. Cette recherche d'une typologie des murs est l'objet d'expérimentations avec les outils de géostatistique. C'est un travail mené avec Sofiane Bouzid, statisticien à Archéorient. En croisant les descripteurs adaptés, il devrait être possible d'établir des familles de murs, c'est-à-dire des familles qui rassemblent ceux qui sont proches par leur facture. Ces points communs pourraient être liés à une signature chronologique et donc nous aider à progresser dans la compréhension de la chronologie du site. L'exemple que vous voyez là est notre premier essai et il n'est pas pertinent, car manifestement les critères d'emploi des matériaux n'étaient pas les bonnes variables à prendre en compte. Nous poursuivons nos tests. En effet, d'autres observations peuvent être plus utiles à notre recherche, comme le critère de la taille des pierres dans leur agencement, ce qu'on observe depuis les parements des murs. Ici, les murs en vert clair sont construits surtout en petits moellons, en beige surtout en gros blocs. En rose, ce sont ceux qui mélangent les deux tailles. En bleu roi, vous avez les murs avec une base de gros blocs puis montée en petits moellons. Et en rouge, une base de petits moellons puis montée en gros blocs, ce qui indique assez clairement des reprises. Mais c'est surtout la question des orientations des murs qui mérite qu'on s'y arrête. Les murs du bâti de Chrysolakos ne correspondent pas à un seul système de direction. Ce que j'appelle un système de direction, c'est une direction assemblée à celle de ses perpendiculaires, 0 et 90 degrés par exemple. Cela permet de rassembler les valeurs sur un quart de cadran. La valeur de 95 degrés fera partie du système 5. Si l'on prend le nord comme 0, le faisceau de valeurs va donc de moins 45 à plus 45. Il est ici tourné de 11 degrés puisque le plan que vous voyez l'est également. À Chrysolakos, on voit distinctement le système de direction qui correspond au tétragone, mais il y en a d'autres, comme celui-ci, correspondant au niveau ancien fouillé par Demargne à l'ouest, ou inversé, même si c'est très fragmentaire. Et enfin, les niveaux anciens à l'est sont encore orientés différemment. En fait, les directions de murs vont de moins 1 à 24 degrés. Je les ai classées ainsi. En partant d'une discrétisation rassemblant le même nombre d'individus dans chaque classe, j'ai réglé les bornes pour mettre à part les orientations extrêmes, de moins 1 à 8 degrés et de 14 à 24 degrés. Entre 8 et 14, j'ai situé la limite à 10,6 pour inclure dans le même groupe les 4 murs d'enceinte. Ce classement-là nous donne la répartition suivante. En dessous de 8 degrés, les éléments sont trop fragmentaires pour constituer un ensemble cohérent. Mais l'on remarque, par rapport à la moyenne globale, l'utilisation de modules de pierre plus petits et une altitude moyenne des murs plus basse de 35 cm par rapport à l'ensemble. Cela correspond à des murs construits à des niveaux profonds ou démontés par la suite. De même pour l'autre extrême, également établi dans des niveaux profonds, mais qui se caractérise cette fois par l'emploi de gros modules. Les deux orientations intermédiaires sont proches. La première rassemble surtout les murs situés dans la partie nord. Au sud, elle concerne seulement les fondations du mur du tétragone, ce qui est une hypothèse encore à démontrer. De reprise. Elle englobe également les niveaux anciens découverts par Demargne à l'est et forme ainsi un ensemble orienté est-ouest. Détail utile, peut-être, cette orientation est parallèle à la pente naturelle, dont voici la modélisation théorique. Enfin, la dernière orientation, qui englobe les 4 murs d'enceinte, est dominante et rassemble les murs dans les altitudes les plus élevées. Elle concerne presque tous les murs de la partie sud et l'enceinte du tétragone orienté nord-sud. Ces observations d'orientation sont à croiser avec l'utilisation des éléments en remploi, que l'on trouve plutôt dans les orientations intermédiaires, même si ça n'est pas exclusif. Vous voyez, le remploi est surtout dans le jaune et dans le bleu. Par ailleurs, si vous vous souvenez de la carte des variétés des matériaux de construction, on remarque que les orientations en jaune sont les murs aux matériaux de construction assez variés, tandis que les orientations en bleu correspondent à des murs aux matériaux assez homogènes. Ces observations croisées dans le SIG peuvent donc nous donner des pistes de réflexion. Si l'on résume, les orientations en orange et en rouge sont profondes et fragmentaires et de factures différentes, petits blocs ou gros blocs, donc plutôt associées à des phases d'occupation très anciennes mais distinctes. Les orientations en jaune et en bleu sont proches et entremêlées. Il y a des reprises de murs et beaucoup d'éléments en remploi. Il pourrait y avoir là 3 phases de construction. L'orientation en jaune dessine un bâtiment orienté est-ouest
et englobe les murs à l'est, associés par de marne à des niveaux antérieurs au tétragone. L'orientation en bleu est la plus haute en altitude. Elle prédomine les autres orientations. Le bâti, homogène dans ses matériaux, se déploie vers le sud pour former un ensemble architectural orienté nord-sud. Elle est associée aux phases les plus récentes, peut-être en 2 temps. Ainsi, cette expérience d'un SIG construit pour un pierre à pierre permet de consigner toutes les informations relatives à l'architecture et de proposer des représentations inédites du bâtiment. Le système d'information permet de croiser aisément toutes les données, y compris issues de différentes sources. Il offre un mode exploratoire qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour l'archéologue. Voilà, je vous remercie.